Quel secret garde les couloirs silencieux où le dernier souffle s'échappe? Quelle voix tente de communiquer depuis le froid d'au-delà? Ce soir, nous nous aventurons dans ces lieux où la vie s'est arrêtée, mais peut-être que quelque chose d'autre persiste. Préparez-vous à écouter les récits glaçants de ceux qui ont travaillé dans les morgues, des témoignages qui défiquent la raison et nous font remettre en question la frontière entre ce monde et l'inconnu. Si vous avez déjà ressenti une présence inexplicable ou si vous avez une histoire similaire, laissez-la dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau ici, envisagez de rejoindre notre communauté. Il est temps d'éteindre les lumières, car la première voix nous attend dans l'obscurité. Cette histoire m'a été envoyée par Carlos, qui a travaillé pendant de nombreuses années en médecine légale et a partagé l'expérience d'un ancien collègue à lui, Javier. Si vous avez également une histoire que vous aimeriez que je raconte sur la chaîne, vous pouvez la laisser dans les commentaires ou me l'envoyer directement. Je suis toujours à la recherche de nouveaux récits. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Javier une nuit à la morgue, quelque chose qui l'a changé pour toujours et que Carlos a vu de près, bien que pas directement. La première fois que Javier m'a raconté ce qui lui était arrivé, sa voix était presque un murmure, même si nous étions dans un café bruyant. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une ombre persistante, qui m'a fait croire chaque mot. Javier, un jeune homme d'une vingtaine d'années, avait obtenu un poste d'assistant légiste dans l'une des plus grandes morgues de la ville. C'était un travail que beaucoup considéreraient lugubre, mais il le voyait comme une opportunité d'apprendre, d'être proche de la vérité, aussi macabre soit-elle. Il s'était rapidement habitué au froid du métal, à l'odeur particulière qui imprégnait les couloirs, un mélange de désinfectant et de quelque chose d'autre, quelque chose d'inconfondable. Ce à quoi il ne s'était jamais habitué, c'était au silence, ou plutôt au type de silence que la morgue offrait. C'était une nuit d'hiver particulièrement froide. La ville dormait sous un manteau de brume et le service de Javier commençait à 10 heures. La morgue, normalement déjà déserte à cette heure-là, semblait encore plus vide. Les seuls bruits étaient le bourdonnement constant des équipements de réfrigération, le goutte-à-goutte occasionnel d'un tuyau lointain et, parfois, le craquement du bâtiment qui se posait, comme un vieux géant soupirant dans l'obscurité. Javier avait une liste de tâches routinières, vérifier la température des réfrigérateurs, organiser les dossiers des défunts récents, préparer les salles d'autopsie pour le lendemain. Il était méthodique et efficace, un trait apprécié dans un endroit où le respect des procédures était vital. Cette nuit-là, cependant, il y avait un élément supplémentaire. 2 corps avaient été admis peu avant son service. L'un était un vieil homme décédé de cause naturelle dans un asile, l'autre une jeune femme victime d'un accident de la route. Ce dernier était celui qui nécessitait le plus d'attention et, possiblement, une autopsie plus détaillée au petit matin. Javier se dirigea d'abord vers la salle de réception où les corps étaient préparés avant d'être stockés. La femme était allongée sur une civière en acier inoxydable, couverte d'un drap blanc. Son visage était partiellement visible. Elle était jeune, comme on le lui avait dit, avec des traits délicats que la mort n'avait pas réussi à effacer complètement. Elle portait une petite chaîne avec un pendentif. Javier fit une note mentale pour que les objets personnels soient dûment documentés. Alors qu'il se penchait pour ajuster le drap, il sentit une rafale d'air froid, bien que la salle soit hermétiquement fermée. Il l'attribua au système de ventilation ou à son propre imagination. Fatigué par la longue journée, il continua avec ses tâches, s'immergeant dans le travail manuel qui le maintenait ancré à la réalité. Il vérifia les fluides, les lumières, les instruments. Le tic-tac d'une horloge murale semblait s'amplifier dans le silence, marquant les secondes avec une solennité troublante. Au fur et à mesure que les heures avançaient, la sensation de ne pas être seul commença à grandir. Ce n'était pas une présence physique, pas au début. C'était plutôt une sensation d'être observé, une piqûre dans la nuque qui le faisait se retourner brusquement, juste pour trouver les couloirs vides et les portes fermées. L'écho de ses propres pas résonnait sur les carreaux polis, et pendant un moment, il lui sembla entendre un autre ensemble de pas, plus léger, qui le suivait de loin. Il s'arrêta, retenant son souffle, mais n'entendit que le bourdonnement persistant des réfrigérateurs. « Tu es fatigué, Javier », se dit-il. « Tu es juste fatigué. » Il décida de prendre une pause, d'aller dans la petite salle du personnel pour prendre un café chaud. Pendant que l'eau bouillait, il regarda par la fenêtre. La brume était toujours là, enveloppant les quelques lumières de la rue et donnant au monde extérieur un aspect irréel. La solitude de son poste de nuit était écrasante. À ce moment-là, il entendit un bruit. Ce n'était pas fort, mais subtil, comme le frottement de quelque chose contre une surface métallique. Cela venait de la direction de la salle de réception où il avait laissé le corps de la femme. Javier resta immobile, la tasse de café encore dans sa main. Le frottement se répéta, un bruit traînant, comme si quelqu'un déplaçait une lourde chaise, mais plus métallique.
Son cœur commença à battre fort. Il savait qu'il n'y avait personne d'autre dans la morgue. Il était le seul de l'équipe de nuit. Avec un mélange de curiosité et une peur qui commençait à lui glacer les os, il laissa le café et marcha prudemment vers la salle de réception. À mesure qu'il s'approchait, le son devint plus clair, un grattement constant qui semblait émaner de l'intérieur de la salle. Il poussa la porte à double battant qui s'ouvrit avec un léger sifflement. La lumière fluorescente de la salle de réception clignotait légèrement. La civière où reposait le corps de la femme était exactement là où il l'avait laissé. Le drap, cependant, était maintenant légèrement tiré, révélant un peu plus de sa poitrine et de son épaule. Et le son venait de là, de la civière. Javier s'approcha lentement, son esprit luttant pour trouver une explication logique. Des rats? Impossible, la morgue était impeccable, un sanctuaire contre toute infestation. Du vent? Les fenêtres étaient scellées. En s'approchant suffisamment, il remarqua quelque chose de troublant. Le petit pendentif que portait la femme, un délicat médaillon en argent avec une pierre bleue, était maintenant sur le drap à côté de sa tête. Javier était sûr de l'avoir vu reposer sur sa poitrine quand elle l'a couvert. En observant le pendentif, le drap blanc glissa un peu plus, comme si quelqu'un l'avait tiré doucement d'en bas. Les yeux de Javier s'ouvrirent grands. Il vit la main de la femme, elle était posée sur sa propre poitrine, et ce qui semblait être le grattement qu'il avait entendu était l'ongle de son index qui frôlait lentement le tissu du drap. Haut et bas, Javier recula trébuchant sur ses propres pieds. Son esprit criait que c'était impossible, la femme était morte, complètement morte. Il n'y avait pas de pouls, pas de respiration, son corps était froid. Elle avait été déclarée officiellement morte. C'était son travail de confirmer cela. Le grattement continua, lent, rythmique. Javier ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la basse température de la morgue. Une peur primitive lui serra l'estomac. Il voulut courir, crier, mais ses pieds étaient cloués au sol. Ses yeux ne pouvaient pas se détourner de cette main, de ce doigt. Puis, le grattement s'arrêta. La main, qui jusque-là était restée inerte sauf pour ce mouvement impossible, se ferma lentement en un point. Pas avec force, mais avec une délicatesse glaçante. Le son des os se fermant était presque imperceptible, mais Javier l'entendit avec une clarté terrifiante. La peur céda la place à une sorte de paralysie. Javier voulait bouger la bouche, mais il ne pouvait pas. Il voulait détourner le regard, mais ses yeux étaient fixés sur la civière. Et alors, la femme bougea à nouveau. Sa tête, qui avait reposé sur la civière, tourna lentement vers Javier. Ses yeux, qui avaient été délicatement fermés par le personnel de la maison funéraire, étaient maintenant ouverts. Pas complètement, mais entr'ouverts, révélant un voile trouble, sans vie, mais avec une direction sans équivoque. Il le regardait. Javier sentit l'air lui échapper des poumons. Un gémissement muet se forma dans sa gorge. La peur n'était pas seulement de la mort, mais de quelque chose au-delà, quelque chose qui défiait toute sa compréhension. Les lèvres de la femme bougèrent, lentement, imperceptiblement. Elles ne formèrent pas de mots, mais l'expression sur son visage, auparavant serein dans la mort, se tordit maintenant en une grimace de douleur ou d'agonie. C'était comme si elle essayait de dire quelque chose de terrible, quelque chose que la mort n'avait pas pu complètement faire taire. Le pendentif en argent, qui avait été à côté de sa tête, glissa maintenant sur le drap et tomba au sol avec un petit tintement. Le son rompit le sort. Javier réagit. Il recula, heurtant un chariot d'instruments qui se renversa avec un fracas métallique. Le bruit le sortit de sa transe. Il se retourna et courut. Il courut comme jamais auparavant dans sa vie, sans regarder en arrière, sans penser à rien d'autre qu'à sortir de cette salle, de cette morgue. Ses pas résonnaient dans les couloirs, un tambourinement frénétique dans le silence oppressant. Il traversa la salle d'autopsie, le laboratoire, le bureau. Il ne s'arrêta pas avant d'atteindre la porte principale, celle qui donnait sur la rue. Elle était bien sûr verrouillée. Il mit ce qui sembla une éternité à la déverrouiller. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine manipuler les clés. Enfin, la porte céda. Javier sortit dans la rue, l'air froid de la nuit heurtant sa peau en sueur. Il respira profondément, aspirant l'air humide et chargé de brume. Il regarda en arrière vers l'imposant bâtiment de la morgue, les lumières brillant encore dans certaines fenêtres. Cela semblait tranquille, inoffensif. Mais il savait que ce n'était pas le cas. Il ne retourna pas à l'intérieur cette nuit-là. Il appela son superviseur, Carlos, à qui il raconta tout cela. Carlos, qui a de nombreuses années d'expérience et est un homme sceptique, pensa d'abord que Javier avait eu une hallucination à cause de la fatigue. Mais la voix de Javier était si authentique, sa panique si palpable, que Carlos décida d'aller à la morgue.
Lorsque Carlos arriva, il trouva la porte principale grande ouverte. Le chariot d'instruments était toujours renversé dans la salle d'autopsie. Et dans la salle d'accueil, la civière avec le corps de la femme. Le drap couvrait de nouveau complètement le corps, mais Carlos remarqua quelque chose. Sur le sol, à côté de la civière, brillant sous la lumière fluorescente, se trouvait le petit pendentif en argent. Et sur la civière, juste là où avait été la main de la femme, il y avait une légère marque, presque imperceptible, comme si quelque chose d'humide avait été doucement traîné par le drap. Carlos ne dit rien à Javier sur le pendentif ou la marque. Il lui dit simplement qu'il n'avait rien vu et que c'était probablement le stress. Mais au fond de lui, Carlos n'était pas si sûr. Javier présenta sa démission une semaine plus tard. Il ne remit plus jamais les pieds dans une morgue. Il trouva un autre travail, un travail de jour, loin des corps et du silence inquiétant de la nuit. Mais l'ombre dans ses yeux ne disparut jamais complètement. Parfois, quand il en parlait, il jurait qu'il pouvait encore sentir le froid contact sur son bras et entendre le grattement fantomatique de cet ongle sur le drap, un écho de la mort qui ne s'était pas résigné à son silence final. Et ce qui le perturbait le plus, c'était l'expression dans les yeux et les lèvres de la femme, comme si elle avait quelque chose à communiquer, quelque chose de si terrible qu'elle ne pouvait même pas reposer en paix, même morte. Il n'a jamais su ce que c'était, ni pourquoi il avait été choisi pour en être témoin. Ce qu'il savait, c'était que la mort, parfois, n'est que le début d'un mystère beaucoup plus profond et terrifiant, et que tous les corps dans une morgue ne sont pas vraiment en paix. Et ainsi se termine le récit de Javier, que Carlos nous a transmis, une expérience qui vous fait remettre en question ce que nous comprenons vraiment de la vie et de la mort, surtout dans des endroits comme une morgue, où les deux mondes se rencontrent si près. Si cette histoire vous a donné la chair de poule, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ou si vous avez déjà eu une expérience similaire dans un endroit que vous considériez sûr. J'adore lire vos théories et histoires. Cette histoire nous a été envoyée par Elena, une jeune femme qui, il y a quelques années, faisait son internat en médecine dans un ancien hôpital de province. Son récit m'a beaucoup marqué, non seulement parce qu'elle a vécu, mais aussi par la façon dont cela l'a amenée à remettre en question sa propre réalité. Si vous avez aussi une histoire que vous aimeriez partager, vous pouvez me l'envoyer. J'adore lire vos expériences. Maintenant, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Elena pendant ses gardes à la morgue. Je m'appelle Elena et l'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée il y a environ 6 ans, lorsque j'étais interne en médecine. C'était une période de ma vie où l'excitation et l'épuisement se mêlaient à parts égales. Étudier la médecine est exigeant, mais l'internat vous plonge brutalement dans la réalité la plus crue de la vie et de la mort. Ma rotation la plus redoutée et en même temps la plus fascinante était celle de la pathologie, qui dans notre hôpital incluait les gardes de nuit à la morgue. L'hôpital où j'ai fait mon internat était un vieux bâtiment avec de longs couloirs étroits qui craquaient au sous les pieds, et une odeur perpétuelle de désinfectant mélangée à l'odeur rance particulière du temps. La morgue se trouvait au sous-sol, une section isolée et froide où peu de gens s'aventuraient à moins que cela ne soit strictement nécessaire. Les lumières fluorescentes clignotaient souvent, projetant de longues ombres dansantes qui animaient les recoins les plus sombres. Le bourdonnement constant des réfrigérateurs était la bande sonore de la solitude, une mélodie monotone qui s'imprimait dans le cerveau. La première fois que je suis descendu seul, le médecin responsable m'a fait faire un rapide tour. Il m'a expliqué les procédures, l'importance de l'hygiène et du respect, et m'a laissé avec une pile de formulaires et l'avertissement que les morts sont les meilleurs patients, ils ne se plaignent pas. J'ai essayé de rire, mais mon rire a sonné creux et nerveux dans cet espace de carreaux blancs et d'acier inoxydable. Les tiroirs métalliques où reposaient les corps ressemblaient à d'énormes classeurs de vie terminés. Mes premières gardes ont été relativement calmes. Il y avait une routine, bien que sombre. Enregistrer les arrivées, préparer les corps pour les différentes procédures, vérifier les inventaires. La plupart du temps, je passais dans un petit bureau adjacent, à lire, étudier ou remplir des papiers, l'oreille toujours attentive à tout bruit inhabituel. Mais quel bruit serait inhabituel dans une morgue? Le silence est-il inhabituel? C'est au cours de ma 3e semaine de rotation que la normalité a commencé à s'estomper. C'était une nuit de mardi, il pleuvait des cordes dehors, et l'hôpital semblait encore plus désert que d'habitude. J'avais reçu le corps d'une femme âgée, Doña Clara, comme l'indiquait le rapport. Mort naturelle chez elle, sans proche connu, une de ces vies solitaires qui se terminent dans le silence. Ma tâche était la préparation initiale et l'enregistrement. Lorsque j'ai ouvert la porte de la salle d'autopsie, l'air froid m'a frappé. J'ai allumé les lumières et la rudesse du lieu s'est révélée. La table en acier brillant, les instruments ordonnés, et sur une civière sous un drap blanc, le corps inerte de Doña Clara.
J'ai ressenti le frisson habituel, ce mélange de respect et une pincée de peur face à l'incompréhensible de la mort. J'ai commencé mon travail méthodiquement, rassembler ses effets personnels, un petit sac en plastique avec un porte-monnaie vide, des clés et un mouchoir en tissu délicatement brodé d'un C dans un coin. Lorsque je l'ai déplié pour l'examiner, un léger parfum de lavande et de naphtaline s'est libéré, l'odeur d'une vieille maison de souvenirs conservés. Cela m'a semblé un détail touchant, une petite fenêtre sur la vie que Doña Clara avait laissée derrière elle. Je l'ai soigneusement rangé dans le sac avec les autres objets pour être remis à celui qui le réclamerait si quelqu'un le faisait. En retournant au bureau pour remplir les formulaires, j'ai ressenti une étrange lourdeur dans l'air. La pluie continuait de frapper les petits lucarnes du sous-sol et le bourdonnement des réfrigérateurs semblait plus insistant. Je me suis concentré sur mon travail, mais de temps en temps, mon regard se détournait vers la porte de la salle d'autopsie. J'avais l'impression que quelqu'un m'observait. C'était une sensation si vive qu'elle m'a fait lever les yeux plusieurs fois, espérant voir une silhouette sur le seuil. Bien sûr, il n'y avait jamais personne. Au bout d'une heure, je suis retourné dans la salle pour sécuriser le corps de Doña Clara dans le réfrigérateur. C'est alors que je l'ai remarqué, le mouchoir brodé. Il était plié sur le drap, juste au-dessus de la poitrine de Doña Clara. Mon cœur a fait un bond. J'étais sûr de l'avoir rangé dans le sac d'effets personnels. Je l'ai vérifié. Le sac était vide. Un frisson m'a parcouru le dos, non pas à cause du froid de la salle, mais à cause d'un mélange d'incrédulité et de peur. L'avais-je oublié? L'avais-je laissé sur la civière par négligence? J'ai essayé de me souvenir. Non, je l'avais mis dans le sac, consciemment, avec les clés. Pensez à l'épuisement, au stress des gardes, à la privation de sommeil. « Tu es fatiguée, Elena », me suis-je dit. Avec des mains tremblantes, j'ai repris le mouchoir et l'ai rangé cette fois dans la poche de ma blouse. Je voulais le garder à la vue, m'assurer de ne pas refaire la même erreur. J'ai mis le corps de Doña Clara dans son tiroir à signer, le numéro 7, et j'ai fermé la porte en métal avec un bruit sourd. Le reste de la nuit s'est écoulé sans autres incidents. Je suis resté au bureau essayant d'étudier, mais mon esprit revenait encore et encore au mouchoir. Je l'ai sorti de ma poche et l'ai examiné. La petite C brodée, le léger parfum de lavande. C'était réel, je ne l'avais pas imaginé. Le lendemain matin, en remettant mon service, je n'ai pas mentionné l'incident. Comment l'expliquer sans avoir l'air complètement folle? Je me suis contenté de laisser le mouchoir dans le sac de biens de Doña Clara, espérant que le prochain service ne remarquerait rien. Les jours suivants ont été un mélange de soulagement et d'une étrange anxiété. Je me suis convaincu que c'était une erreur de ma part, un oubli isolé. Mais la sensation d'être observé ne me quittait pas lorsque j'étais au sous-sol, surtout près de la zone des réfrigérateurs. Une semaine plus tard, Doña Clara était toujours dans le tiroir numéro 7. Aucun membre de la famille n'était venu la réclamer, ce qui était triste, mais pas inhabituel. J'ai eu une autre garde de nuit. Cette nuit-là, l'atmosphère était encore plus oppressante. La pluie était constante, le vent hurlait comme un lamentement dans les vieux tuyaux. Alors que je vérifiais des dossiers dans le bureau, j'ai commencé à entendre un bruit. Au début, c'était si subtil que je pensais que c'était les craquements habituels du bâtiment. Mais ensuite, cela devint plus clair, un grattement doux, comme des ongles contre du bois ou du métal. Cela provenait de la salle d'autopsie. Mon cœur s'est emballé. Ce n'était pas possible. Il n'y avait personne d'autre dans le sous-sol à cette heure-là. Je me suis levé, sentant le froid remonter le long de mes jambes. Je me suis approché prudemment de la porte, l'ouvrant lentement. La salle était dans l'obscurité. Seule la lumière de ma lampe torche sur mon téléphone brisait la pénombre. J'ai pointé la lumière autour. Rien. Les tables brillaient vides, les instruments à leur place. Et puis, j'ai entendu le grattement à nouveau. Cette fois, il semblait venir du réfrigérateur, spécifiquement du compartiment où se trouvait le tiroir numéro 7. La peur m'a paralysé un instant. Était-ce un rat? L'hôpital était vieux, mais les protocoles d'hygiène à la morgue étaient stricts. Un problème mécanique? Un compresseur défectueux? J'ai essayé de rationaliser, mais mon imagination tissait déjà des scénarios beaucoup plus inquiétants. Je me suis approché du réfrigérateur avec des pas lents et lourds. Le son s'est arrêté lorsque j'étais à quelques centimètres. Le panneau de métal se tenait imposant, ses tiroirs scellés avec leurs étiquettes respectives. Le tiroir 7. J'ai approché mon oreille du métal. Silence. Absolu. Seulement le bourdonnement des moteurs et le battement effréné de mon propre cœur. « Elena, tu es épuisée, tu entends des choses ?» Me suis-je réprimandé mentalement? Je me suis retourné pour retourner au bureau quand, à cet instant précis, un coup sec a résonné depuis l'intérieur du tiroir numéro 7. Ce n'était pas un grattement, c'était un coup, un bruit indiscutable de quelque chose ou quelqu'un frappant l'intérieur du métal. J'ai sauté en arrière, trébuchant sur mes propres pieds. La lampe de mon portable est tombée au sol, roulant et s'éteignant, me plongeant dans l'obscurité. La panique m'a envahi. Ma respiration est devenue erratique, l'air glacial brûlait mes poumons.
Dans la pénombre, j'aurais juré avoir vu une ombre se mouvoir dans le coin le plus éloigné de la pièce, juste là où se trouvait autrefois la civière d'entrée. Pas une forme définie, mais une distorsion de l'air, une présence. J'ai réussi à retrouver mon portable à tâtons et à rallumer la lampe. Ma main tremblait tellement que le faisceau de lumière dansait sauvagement dans la pièce. Le réfrigérateur était de nouveau silencieux, imposant et inanimé. L'ombre avait disparu. J'ai couru hors de la pièce, fermant la porte avec un coup si fort qu'il a résonné dans tout le sous-sol. Je me suis enfermé dans le bureau, haletante, essayant de reprendre mon souffle. Je me suis appuyé contre la porte, sentant le froid du métal à travers ma robe de chambre. Que diable venait-il de se passer? Est-ce que je devenais folle? Je me suis forcé à appeler le gardien de service. Sa voix, endormie et monotone, m'a fait ressentir une pointe de soulagement et de honte. Je lui ai inventé une excuse sur un bruit étrange dans les tuyaux, espérant qu'il ne se rende pas compte de mon état de nerfs. Il a dit qu'il allait vérifier, mais il a mis une éternité à apparaître. Quand il l'a fait, il a traversé la salle d'autopsie, a frappé quelques tuyaux et a déclaré que tout était en ordre. Il s'est moqué de ma imagination et m'a laissé seul à nouveau. Je me suis senti stupide et humilié, mais je savais ce que j'avais entendu, et la sensation d'être observé était plus forte que jamais. Les nuits suivantes furent une torture. Chaque fois que je devais faire le service de garde, l'anticipation me remplissait d'anxiété. J'essayais d'éviter la salle d'autopsie autant que possible, mais mon travail m'obligeait à y entrer. Madame Clara était toujours dans le tiroir 7, inerte, attendant. Ou du moins, c'était ce que je me disais. J'ai commencé à remarquer de petits détails. Un jour, une des étiquettes du tiroir de Madame Clara semblait avoir bougé, légèrement tordue. Un autre jour, l'odeur de lavande et de naphtaline s'est intensifiée dans la salle malgré la ventilation constante et les désinfectants. C'était le même parfum qui émanait du mouchoir brodé. Une nuit, en vérifiant le panneau de contrôle du réfrigérateur, mes yeux se sont posés sur le petit réveil numérique. Il était 3h33 du matin. Juste à ce moment-là, j'ai entendu un murmure. Ce n'était pas un son clair, articulé, mais plutôt un souffle froid, une voix douce et fragile qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Je n'ai pas réussi à comprendre ce qu'elle disait, mais l'impression était que quelqu'un avait prononcé mon nom ou quelque chose de semblable. Je me suis retourné brusquement, le cœur battant. Il n'y avait personne. Les ombres dansaient dans les coins, mais ce n'était que des ombres. J'ai ressenti un froid glacial dans la nuque, comme si quelqu'un avait respiré directement là. Cette nuit-là, je n'ai pas pu continuer. J'ai appelé mon superviseur, un résident plus âgé et cynique, et je lui ai dit que je me sentais malade, que j'avais besoin de partir. Son ton était exaspéré, mais il m'a permis de partir. Je n'ai plus remis les pieds à la morgue pendant le reste de ma rotation. J'ai fait tout mon possible pour changer mes gardes, pour éviter le sous-sol complètement. Je me suis excusé avec le stress de l'internat et des problèmes de santé. Mes collègues se moquaient un peu, mais ils l'attribuaient à l'épuisement. Je ne leur ai jamais dit la vérité, même pas à mes amis les plus proches. J'avais peur qu'ils pensent que j'avais perdu la raison. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le numéro 7 briller dans l'obscurité et je ressentais le froid de cet endroit. Le pire, c'est que Doña Clara n'a jamais été réclamée. Après un certain temps, son corps a été transféré dans une fosse commune, un destin triste et anonyme. Je pensais qu'avec son départ, la présence disparaîtrait, mais ce n'était pas le cas. Même après avoir quitté le service de pathologie, les bruits ont commencé à me suivre. De petits grattements à ma fenêtre la nuit, une légère odeur de lavande dans ma chambre quand j'étais seul. Un coup sourd dans le mur juste au moment où je m'apprêtais à m'endormir. Cela se produisait toujours dans les moments de silence, de solitude. J'ai commencé à m'obséder avec le numéro 7. Je le voyais partout, sur les plaques d'immatriculation des voitures, sur les horloges numériques, dans les pages des livres. Il semblait me traquer, un rappel constant de cette nuit-là et de ce que j'avais vécu. J'ai essayé de parler à mon thérapeute du stress, des hallucinations dues à l'épuisement, mais je n'ai jamais mentionné les détails de la morgue ni Doña Clara. J'en avais honte, et de plus, comment expliquer quelque chose que je ne comprenais même pas? Un jour, en feuilletant de vieux dossiers de l'hôpital pour un travail de recherche, je suis tombé sur quelque chose d'inquiétant. Une note jointe au dossier de Doña Clara. C'était une petite post-scriptum écrite à la main par l'un des gardiens les plus anciens, celui qui s'était moqué de moi. Il disait « On dit que Doña Clara était une femme très particulière. On disait qu'elle pouvait ressentir les présences. Et que, de son vivant, personne ne la déplaçait jamais de sa place si elle ne le voulait pas. Étrange qu'elle soit décédée seule et que personne ne l'ait encore réclamée. Mon sang s'est glacé. Le gardien, celui qui m'avait dit qu'il entendait des choses, avait écrit cela. Ce n'était pas une note officielle,
C'était un simple commentaire en marge, mais c'était suffisant. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas seule dans ce que je percevais. Je n'ai jamais pu revoir l'hôpital de la même manière. Chaque fois que je passe devant, je ressens le frisson du sous-sol, le bourdonnement des réfrigérateurs, la sensation d'être observé. Parfois, la nuit, quand le silence de mon appartement est presque absolu, je jure entendre un léger grattement ou un coup sourd venant du mur. Et alors, cette odeur de lavande et de naphtaline remplit brièvement l'air, et je sais que, d'une manière ou d'une autre, Doña Clara est toujours là, s'accrochant, ou peut-être que c'est moi qui m'accroche à elle, ou à ce qui m'a laissé dans cet endroit. Encore aujourd'hui, je me demande, qu'est-ce que je ressentais exactement? L'esprit de Doña Clara, refusant d'être oublié, d'être simplement un numéro dans un tiroir? Ou était-ce quelque chose de plus ancien, de plus sombre, qui habitait ce vieux sous-sol et qu'elle, d'une manière ou d'une autre, avait réveillé ou attiré? Je ne le saurai jamais, et, sincèrement, je ne sais pas si je veux le savoir. La seule chose que je sais, c'est que la morgue n'est pas seulement un lieu de repos pour les morts, mais parfois aussi un endroit où ce qui n'a pas de vie refuse de rester immobile. Et ainsi se termine l'inquiétante histoire qu'Elena nous a envoyée. Il dit que, bien que le temps ait passé, il ressent encore l'écho de ses nuits à la morgue et que les questions restent là, sans réponse. C'est fascinant de voir comment certains lieux et expériences peuvent laisser une empreinte si profonde. Si cette histoire t'a fait frissonner ou t'a laissé pensif, laisse-moi un commentaire et dis-moi ce que tu en penses. Un suiveur de la chaîne m'a écrit il y a quelques jours avec une histoire glaçante qui lui a été racontée par un ami qui a travaillé à la morgue d'un grand hôpital. Si tu as aussi une expérience que tu aimerais que je raconte, tu peux me l'envoyer. Il est toujours fascinant de plonger dans l'inconnu. La vie et la mort nous réservent parfois des surprises qui défient toute logique. Ce qui suit est perturbant, alors prépare-toi, installe-toi confortablement et laisse-moi te raconter ce que Marcos, l'ami de notre suiveur, a vécu lors des froides et silencieuses nuits de la morgue. Je m'appelle Marcos, ou du moins c'était mon nom quand tout cela a commencé. Maintenant, je ne suis pas si sûr de qui je suis vraiment, après ce que j'ai vécu. Je t'écris cela dans l'espoir que quelqu'un d'autre ait ressenti la même chose, que je ne suis pas seul dans cette folie qui me poursuit depuis presque une décennie. C'était l'année 2014. J'avais 25 ans, et je venais de perdre mon emploi dans une usine textile qui a fermé du jour au lendemain. La situation était désespérée. J'avais besoin d'argent pour payer le loyer de mon petit appartement et aider ma mère avec ses médicaments. Je me souviens avoir passé des jours à chercher un emploi. Chaque porte que je frappais se fermait devant moi. C'est alors que j'ai vu l'annonce. Recherche personnelle de sécurité nocturne, expérience non indispensable, salaire compétitif. Le numéro de téléphone était déchiré, presque illisible, mais le désespoir m'a donné la force de le déchiffrer. J'ai appelé le lendemain matin. La voix au bout du fil était rauque et un peu impatiente. On m'a donné rendez-vous pour un entretien cet après-midi-là. Lorsque je suis arrivé à l'adresse, je me suis rendu compte que c'était l'hôpital central de la ville, un bâtiment imposant et ancien, de ceux qui semblent garder 1000 histoires entre ces murs de pierre. L'entretien a été bref, presque une formalité. Le chef de la sécurité, un homme corpulent avec un regard peu amical, m'a demandé si j'avais peur de l'obscurité ou des endroits solitaires. J'ai répondu avec la bravade typique de la jeunesse que non, que j'étais un dur. Il a simplement hoché la tête avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Puis il m'a dit « Le poste est pour la morgue, les gens n'y restent pas longtemps. Si tu tiens le mois d'essai, le poste est à toi. » Le mot « morgue » m'a frappé comme un seau d'eau froide. Mes entrailles se sont tordues, je n'y avais jamais été. L'idée de passer 8 heures entouré de cadavres, dans le calme de la nuit, me terrifiait. Mais le salaire était plus du double de ce que je gagnais à l'usine. Je n'avais pas le choix. J'ai accepté. Mon premier shift a commencé à 10h du soir, un mardi. Le chef de la sécurité, dont je crois me souvenir qu'il s'appelait Monsieur Rojas, m'a conduit personnellement au sous-sol. L'air est devenu froid et lourd à mesure que nous descendions dans un couloir mal éclairé. Une odeur particulière, un mélange de formol, de désinfectant et de quelque chose de plus subtil que je ne pouvais identifier. Une odeur de calme, de faim a envahi mes narines. C'était pénétrant et froid, une odeur qui s'enfonçait jusqu'aux os. La morgue était plus grande que je ne l'imaginais. Une salle centrale, immaculément propre et avec des murs en carrelage blanc, abritait plusieurs tables d'autopsie en acier inoxydable, impeccables et désertes. D'un côté,
Un mur entier était couvert par une série de compartiments métalliques numérotés comme de grands tiroirs de classement. C'étaient les réfrigérateurs. De l'autre côté, un petit bureau et une salle de repos. Mon travail était simple. Faire des rondes chaque heure, m'assurer que tout était en ordre, enregistrer toute anomalie et, surtout, ne laisser entrer personne sans autorisation. Ici, il n'y a pas grand-chose à voler, gamin, m'a dit Rojas de sa voix grave. Mais il y a beaucoup de choses à perturber. Et crois-moi, tu ne veux pas ça. Il m'a laissé avec les clés, un talkie-walkie et une lampe de poche. Les lumières principales s'éteignent à minuit. Il ne reste que celle d'urgence. Habitue-toi à l'obscurité, m'a-t-il dit avant de disparaître dans le couloir. La première heure fut un enfer. Chaque ombre, chaque craquement du vieux bâtiment me faisait sursauter. Le bourdonnement constant des réfrigérateurs était le seul son, un murmure monotone qui, au lieu de me calmer, augmentait mon anxiété. J'ai fait ma première ronde, vérifiant chaque porte, chaque fenêtre, essayant d'être méthodique et professionnel. Les compartiments des réfrigérateurs me produisaient une étrange fascination et une immense peur. Je savais ce qu'il y avait à l'intérieur de chacun, des milliers de corps, des milliers d'histoires terminées, attendant d'être traitées ou réclamées. Minuit est passé et les lumières principales se sont éteintes, plongeant la morgue dans une pénombre fantomatique. Seules quelques lumières d'urgence marquaient les couloirs et la salle principale, projetant de longues ombres déformées. C'était l'heure. L'heure à laquelle le monde des vivants se retirait et celui des morts, ou du moins leurs souvenirs, semblait s'activer. Les premières nuits étaient purement d'adaptation. Le froid s'infiltrait dans mes os, même avec ma veste la plus épaisse. Le silence était assourdissant, seulement rompu par le bip occasionnel du talkie-walkie ou le bruit de mes propres pas. J'ai commencé à remarquer des choses petites, presque insignifiantes. Une légère odeur d'humidité là où il ne devait pas y en avoir. Une sensation fugace de courant d'air glacé dans des zones où il n'y avait pas de ventilation. J'ai tout écarté comme du nervosisme. J'étais nouveau, j'étais dans un endroit inhospitalier. C'était normal que mon esprit joue avec moi. Mais ensuite, les choses sont devenues plus spécifiques. Il y avait un compartiment en particulier, le numéro 73, dans la 3e rangée de réfrigérateurs, qui attirait toujours mon attention. Il n'était pas différent des autres. Mais chaque fois que je passais devant, je ressentais un frisson qui n'avait rien à voir avec la température ambiante. Au début, je l'ignorais. Puis, j'ai commencé à entendre un son, très faible, comme un léger grattement venant de l'intérieur. Un grattement qui ne se produisait que lorsque j'étais prêt. J'essayais de le rationaliser. Cela pourrait être la glace qui se formait, le métal qui se dilatait ou se contractait. Mais le son était trop régulier, trop intentionnel, comme si quelque chose essayait de sortir, ou du moins de se faire remarquer. Une nuit, alors que je faisais ma ronde, je me suis arrêté devant le compartiment 73. Le grattement était plus clair cette nuit-là. Je me suis approché, retenant ma respiration. J'ai collé mon oreille au métal glacé. Et alors, j'ai entendu quelque chose d'autre. Un murmure. Pas de mots clairs, juste un murmure bas, incompréhensible, mais indéniablement humain. Mon cœur s'est emballé. Je me suis éloigné en sursaut. La lampe de poche dans ma main tremblait violemment. Je suis resté là, debout, transpirant à froid malgré la température. J'ai écouté le silence, attendant, mais il n'y avait rien d'autre, juste le bourdonnement des réfrigérateurs. J'ai décidé de ne rien dire. Qui me croirait? Le chef Rojas, qui m'avait averti que les gens ne restaient pas longtemps ici. On me prendrait pour un fou ou on me renverrait. J'avais besoin du travail. Alors j'ai fait un effort pour l'ignorer. Mais le compartiment 73 ne me laissait pas en paix. Les manifestations devenaient plus fréquentes et plus audibles. Les grattements et les chuchotements s'intensifiaient. Parfois, j'aurais juré entendre une sorte de respiration glaciale derrière le métal, un souffle qui ne correspondait pas à un corps inerte. J'ai commencé à éviter ce couloir, déviant mon chemin lors de mes rondes pour ne pas passer directement devant le 73. Mais même de loin, je sentais sa présence, une pression froide dans l'air, une sensation d'être observé. Une nuit particulièrement venteuse, avec la pluie frappant les fenêtres du haut comme des milliers de doigts, l'hôpital semblait particulièrement bruyant. Dans la morgue cependant, le silence était absolu, sauf pour le 73. Cette nuit-là, le chuchotement s'est transformé en un lamentement, un son étouffé et triste qui m'a glacé le sang. J'étais dans le petit bureau, essayant de me concentrer sur un livre pour me distraire, quand le lamentement m'a perforé les oreilles. C'était un lamentement de peine, d'une profonde tristesse. Je n'ai plus pu.
Je me suis levé, la lampe de poche à la main, et je me suis dirigé lentement vers les réfrigérateurs. Mes bottes faisaient un bruit assourdissant dans le silence. Le lamentement a cessé lorsque je me suis approché. Je me suis arrêté à quelques mètres du compartiment 73. Je me suis armé de courage et j'ai allumé la lampe de poche, pointant directement vers le numéro. Le métal brillait sous la lumière. La surface était froide au toucher, couverte d'une fine couche de givre. Rien d'anormal. Puis, j'ai remarqué quelque chose. Une petite tache. Ce n'était pas de la saleté, ce n'était pas de la rouille. Cela ressemblait à une tache d'eau, mais le compartiment était sec, sauf pour le givre. La tache avait la forme d'une empreinte digitale. Une empreinte digitale fugace, comme si quelqu'un l'avait pressée avec un doigt mouillé et qu'elle s'était ensuite évaporée. Je suis resté pétrifié. Je n'ai pas osé la toucher. L'empreinte s'est lentement estompée sous mes yeux, ne laissant que le métal froid. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir en rentrant chez moi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais cette empreinte digitale, je ressentais le froid et j'entendais le lamentement. J'ai commencé à enquêter. J'ai demandé aux gardes du jour, aux infirmiers, aux techniciens. Personne ne semblait savoir quoi que ce soit de spécial sur le compartiment 73, ou ils ne voulaient pas le savoir. Un des techniciens, un homme âgé et cynique, m'a dit « Gamin, ici, les gens viennent et s'en vont. Personne ne demande, personne ne s'attache. Ce ne sont que des numéros, c'est mieux ainsi. » Mais pour moi, le 73 n'était plus un numéro, c'était quelque chose de plus, c'était quelqu'un. Une semaine plus tard, l'incident le plus troublant s'est produit. C'était une nuit de nouvelle lune, de celles où l'obscurité est si dense qu'elle semble vous envelopper et vous étouffer. J'étais assis au bureau, remplissant le registre des rondes. J'avais complètement évité le 73 cette nuit-là, faisant mes rondes autour du périmètre extérieur de la salle, sans passer par la rangée de réfrigérateurs. Mais la sensation d'être observé était plus forte que jamais. Soudain, le talkie-walkie à ma ceinture crépita bruyamment. Surpris, je l'ai saisi. « Base, ici sécurité morgue. »« Me copie ?» dis-je d'une voix tremblante. Il n'y eut pas de réponse, juste du statique. J'ai essayé à nouveau. Rien. La communication avait été coupée. C'était inhabituel, le système fonctionnait toujours. Je me suis levé, sentant un nœud se serrer dans mon estomac. Quelque chose n'allait pas. Un froid intense, bien au-delà de la température normale de la morgue, commença à émaner du couloir des réfrigérateurs. C'était un froid qui pénétrait les os, un froid qui se sentait presque vivant. Il se déplaçait, comme un brouillard invisible. J'ai sorti ma lampe de poche et me suis dirigé lentement vers le couloir. L'air est devenu glacial. Je pouvais voir ma respiration, mes dents claquaient. Le bourdonnement des réfrigérateurs, qui était auparavant monotone, sonnait maintenant de manière erratique, comme s'ils luttaient pour maintenir leur température. Quand je suis arrivé à la rangée 73, le froid était insupportable. Et puis, je l'ai vu. Le tiroir du compartiment 73 était légèrement ouvert, juste quelques centimètres, mais suffisamment pour que l'obscurité à l'intérieur se montre, comme une bouche noire. Mon cœur s'est arrêté. Je savais que les tiroirs étaient sécurisés. Ils ne s'ouvraient jamais tout seuls. Et s'ils le faisaient, c'était une grave défaillance du système de sécurité de la morgue. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir la lampe de poche. La lumière se déplaçait d'un côté à l'autre sur le tiroir entrouvert. Une peur primordiale m'a envahi, une peur si profonde que je sentais que j'allais m'évanouir. Ce n'était pas seulement la peur de l'inconnu, c'était la peur de ce que je savais qu'il y avait à l'intérieur, de ce qui pourrait essayer de sortir. Je me suis approché d'un pas, puis d'un autre, traînant mes pieds comme si j'étais enchaîné. Le froid était une présence tangible, m'enveloppant, me pénétrant. Et alors, de cette ouverture noire, de l'espace entre le métal et l'air, j'ai entendu une voix, claire, nette, bien que légèrement rauque, comme si elle venait de très loin. « Aide-moi !» Ce n'était pas un murmure, ce n'était pas un gémissement, c'était un mot de supplication. « Aide-moi !» Je ne pouvais pas respirer, mes jambes ont cédé, je suis tombé à genoux. La lampe de poche a rebondi sur le sol et a roulé, laissant le tiroir 73 dans l'obscurité. Le seul faisceau de lumière pointait maintenant vers le plafond. J'étais paralysé par la terreur. La voix est revenue, cette fois un peu plus forte, plus désespérée. « Je ne peux pas sortir !» Je me suis bouché les oreilles avec mes mains, serrant les yeux très fort. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait de ma gorge. Je voulais courir, mais mes muscles ne répondaient pas. J'étais piégé dans un cycle de terreur, de paralysie. Puis, j'ai ressenti quelque chose, une pression froide sur mon épaule, comme une main glacée. Ce n'était pas le froid ambiant, c'était un froid ponctuel.
perçant. J'ai ouvert les yeux brusquement. Il n'y avait rien de visible, mais la pression était réelle, et elle s'est déplacée, glissant le long de mon bras. Je savais que ce qui était là n'était pas quelque chose que je pouvais affronter. Ce n'était pas un voleur, ce n'était pas un collègue, ce n'était pas mon imagination, c'était quelque chose de la morgue, quelque chose des morts, et ça me voulait. Avec une force que je ne savais pas que j'avais, je me suis traîné en arrière, loin du tiroir et de cette présence glaciale. Je me suis levé en titubant, j'ai récupéré la lampe de poche et j'ai couru comme jamais auparavant dans ma vie. J'ai couru dans les couloirs, j'ai monté les escaliers sans regarder en arrière. Je ne me suis pas arrêté jusqu'à ce que j'atteigne la sortie principale de l'hôpital, rompant le calme de la nuit avec mes halètements et mes pas désespérés. Dehors, l'air frais et humide de la pluie m'a frappé le visage. J'ai respiré profondément, essayant de calmer mon cœur affolé. J'ai regardé l'horloge. Il était 3 heures du matin. Il me restait plusieurs heures de service, mais je savais que je ne pouvais pas revenir. Il n'y avait pas moyen. J'ai appelé le chef Rojas depuis mon portable, la voix tremblante. Je lui ai dit que je me sentais malade, que je ne pouvais pas continuer. Il n'a pas beaucoup posé de questions. Je t'avais prévenu, gamin. Peu dur. Demain passe prendre ton chèque. Il a raccroché. Et ce fut la dernière fois que j'ai mis les pieds dans la morgue de l'hôpital central. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'expérience m'a marqué. Pendant des mois, chaque fois que je ressentais un frisson dans une pièce chaude, chaque fois que j'entendais un murmure indéchiffrable dans le vent, mon esprit revenait à ce tiroir, à cette voix suppliant. J'ai essayé de l'oublier, de continuer ma vie. J'ai trouvé un nouveau travail, cette fois dans une épicerie, loin de l'obscurité et du silence. Mais la sensation de froid ne m'a jamais complètement quitté. Parfois, lors des nuits les plus calmes, je me réveillais avec un froid intense sur mon épaule, exactement là où j'avais ressenti cette pression glaciale dans la morgue. Un jour, en feuilletant un vieux journal dans la salle d'attente du dentiste, une petite nouvelle a attiré mon attention. Elle parlait de l'histoire de l'hôpital central, de la façon dont il avait été construit sur ce qui était autrefois un cimetière. Une zone de la ville où des siècles auparavant, des personnes oubliées avaient été enterrées, souvent victimes d'épidémies ou de morts violentes, sans marqueurs ni cérémonies appropriées. La nouvelle mentionnait comment, lors de la construction de l'hôpital dans les années 40, des restes humains avaient été découverts dans les profondeurs des fondations, juste là où se trouvait le sous-sol. On disait que beaucoup de ces restes avaient simplement été déplacés et réaffectés dans des fosses communes, sans identification. Ce n'étaient pas des corps récents, mais anciens, avec des histoires qui n'avaient jamais été racontées. Tout à coup, tout s'est mis en place. Le compartiment 73. Ce n'était pas un corps récent, c'était un écho de quelqu'un qui avait été là bien avant, piégé dans les profondeurs de la terre, sous l'hôpital. Quelqu'un qui avait trouvé un moyen, à travers le froid et le désespoir, de se manifester, de chercher de l'aide à travers les corps qui habitaient temporairement l'endroit. L'empreinte digitale, le lamentement, la voix, c'était une supplication d'une âme ancestrale, l'une des milliers qui avaient été perturbées. Je ne suis jamais retourné à la morgue. Je n'ai jamais cherché à savoir quel corps se trouvait réellement dans le compartiment 73 cette nuit-là, s'il y en avait un. Peu importe. Ce qui m'a parlé n'était pas le dernier résident, mais la voix d'un passé oublié, piégé dans le présent, cherchant une issue. Aujourd'hui, ma vie est normale. J'ai une famille, un travail stable, mais le froid n'est jamais complètement parti. Parfois, quand je suis seul, dans le silence de la nuit, je sens cette pression sur mon épaule. Et je me demande si la voix du compartiment 73 a jamais trouvé la paix. Oh, il est toujours là, murmurant dans l'obscurité, attendant qu'une âme inattentive s'approche suffisamment pour entendre son désespéré « Aide-moi !» Et ainsi, la morgue reste un lieu de passage, non seulement pour les corps, mais peut-être pour les âmes qui ne trouvent pas leur chemin. Et avec cette question glaçante, Marcos termine son récit, une expérience qui l'a marqué à vie. C'est fascinant de voir comment certains lieux semblent retenir l'énergie et l'écho de ce qui s'y est passé. Penses-tu que la voix que Marcos a entendue était celle d'un ancien esprit, piégé dans le temps, ou peut-être juste la manifestation de la peur inhérente à un endroit comme la morgue? J'aimerais beaucoup lire ton avis dans les commentaires, et si tu es arrivé jusqu'ici et que tu apprécies ces histoires, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futurs épisodes. Chaque semaine, nous avons d'autres récits à explorer. À la prochaine, prends bien soin de toi.